Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat hebdomadaire Disputandum. Ce mercredi, nous nous intéressons au harcèlement scolaire. Un enfant sur 10 en serait victime en France selon une étude de l'Observatoire de la violence scolaire. Alors pourquoi des élèves deviennent les cibles de leurs propres camarades? Comment résoudre ce type de problème? Quels outils de prévention sont mis en place? Autour de la table pour en débattre, Vincent Planet, référent académique de lutte contre le harcèlement scolaire pour l'Académie de Poitiers. Vous organisez des formations sur ce sujet à destination des élèves notamment. En face de vous, Dr Virginie Fougeret, vous êtes psychologue à l'association Mosaïque et suivez régulièrement des adolescents. Et Cécile Capi-Gilardo, vous êtes institutrice en maternelle et représentante du syndicat d'enseignants UNSA dans la Vienne. Nous entendrons aussi au cours de cette émission Yann, un jeune victime de harcèlement lorsqu'il était au collège. Merci beaucoup à lui pour ce témoignage très précieux et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous qui nous regardez sur une télé, une tablette ou un ordinateur, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine, ou enfin depuis le Twitter avec le hashtag Noah. Avant de commencer, peut-être une première définition du harcèlement. Vincent Planet, comment est-ce que vous le présentez aux élèves ? Quand on présente le harcèlement aux élèves, vous faites sans doute allusion aux formations des lycéens ambassadeurs contre le harcèlement, entre autres. On présente trois caractéristiques essentielles du harcèlement. Il y a une violence, une agression quelconque qui est commise. Et le caractère important, c'est la répétitivité. Répétition et donc inscription dans la durée. Le tout avec un rapport de force, un rapport de domination, un rapport que la victime n'arrive pas à rééquilibrer. Cécile Capi-Gilardo, comment est-ce que vous présentez le sujet avec des élèves de maternelle? C'est un peu plus délicat. C'est forcément plus délicat. Les termes employés sont beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques pour des enfants en bas âge. Après, c'est effectivement la même notion, l'histoire de répétition et d'envie de dominer un autre camarade et que ça se reproduise régulièrement tous les jours, plusieurs fois par jour. Docteur Fougeret, c'est un type de conflit très différent des disputes, des bagarres, à travers ces caractéristiques-là. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment la répétition et l'intention en fait de dominance sur autrui. Donc oui, c'est quand même c'est différent de la dispute entre copines pour on n'est pas d'accord sur quelque chose ou les conflits, c'est vraiment le côté répétitif et avec l'intention de faire du mal, que ce soit physiquement ou verbalement. Donc avec ce qu'on n'a pas dans le conflit entre copines ou entre copains pour une histoire comme on peut voir dans les cours de primaire, sur t'es plus ma copine parce que tu lui as dit ça, mais voilà, des choses qui se réconcilient facilement où les deux personnes arrivent à gérer entre elles en fait, et on n'est pas sur une histoire de dominant-dominé. Alors nous allons écouter un premier extrait de ce témoignage. Yann est lycéen, il a aujourd'hui 17 ans, il témoigne anonymement car maintenant encore la peur ne l'a pas tout à fait quitté, mais il a voulu le faire tout de même. Il trouve que c'est un sujet important dont chacun doit prendre conscience. Il nous raconte comment il a été harcelé au collège tous les jours pendant 2 ans. Dès qu'on essaie de commencer à dire non, en fait, je veux dire stop, arrêtez, voilà, c'est... Et pas souvent de la bonne manière, parce que souvent on est sous pression, en fait, parce que voilà, direct ça part en menace, puis en bousculade, et parfois, il y en a qui sont tabassés, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup d'humiliation, en fait, où... Le truc, c'est que, comme c'est des personnes populaires en général, qui ont, entre guillemets, un pouvoir social, en fait, où ils sont juste au-dessus, quoi. Tout simplement, et en fait, ils se permettent des choses, etc. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, c'est un argument de plus ou une vanne de plus pour se foutre de nous, quoi. Moi, ma technique, ma façon de faire avec ça, c'était de faire le caillou, puis attendre. Faire le caillou, attendre, c'est ça aussi qui fait le harcèlement, l'incapacité à réagir? Mais du coup, en fait, l'enfant qui est victime, en fait, il est sidéré. Et cette sidération fait qu'il ne sait pas forcément comment répondre et il n'a pas forcément les stratégies adaptées. Donc, effectivement, il y en a qui vont se mettre dans quelque chose du repli, mais par un état de sidération, ou d'autres qui vont attaquer. Mais du coup, la réaction en plus de la victime peut entraîner encore plus de moqueries et de brimades et le mettre encore plus mal parce qu'il y a vraiment une incompréhension. C'est-à-dire que la victime, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et du coup, elle n'a pas les réactions
actions adaptées pour essayer de répondre et y mettre fin. Et c'est pour ça que des fois, les conseils des adultes qui disent fais ci, fais ça, ne marchent pas forcément parce que finalement, dans l'état des faits et devant la sidération, la victime n'est pas en mesure d'avoir une réponse. Il y a une forme de cercle vicieux qui se met en place. Là, on est dans un cas de harcèlement psychologique, verbal. Quelles sont les différentes formes de harcèlement qu'on observe à l'école ? Toutes les formes. Un des théoriciens des années 90, Dan Olvus, avait écrit une définition du harcèlement avec toutes les formes d'agression possibles, verbales, physiques, mais aussi non verbales. C'est-à-dire qu'au travers d'un regard, dans les cours de récréation, on connaît très bien des échanges de regards qui valent tous les discours. Donc toutes les formes existent. La définition était très large, c'est tout ce qui crée un malaise. Quand la personne ressent un malaise de manière répétée, globalement, et qui a un effet délétère sur elle, on est dans des caractéristiques du harcèlement qui conduisent en général à l'isolement, quelle que soit la stratégie, le caillou, la réaction, conduit en fait à un isolement relationnel. Qu'est-ce que vous observez chez les petits ? Madame Capicella. C'est la même chose. Après, ça se manifeste forcément d'une manière différente avec les petits. Alors, je vous entendais parler de réactions, des fois de défense un peu physique. C'est souvent le cas chez les petits. Et après, c'est plus souvent les parents qui constatent à la maison des changements en termes de sommeil, en termes d'alimentation et ce genre de choses. Alors, vous avez parlé de l'isolement. Alors, comment est-ce qu'on convainc de parler ? Des petits, c'est forcément compliqué. Ils ont du mal à se confier aux adultes de l'école. Voilà, ils se confient à la maison. Donc après, il faut réussir à faire le lien entre les familles, les équipes enseignantes, les médecins scolaires, etc., qui peuvent intervenir aussi. Et c'est toujours très compliqué avec les petits. Ça commence souvent quand même par un message aux parents, une petite alerte aux parents ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On prévient les parents que ça existe très tôt et qu'il faut qu'ils soient vigilants. Voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment, quoi. Alors, quand les enfants choisissent le silence, quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Ils sont très nombreux. Vous en avez déjà cité quelques-uns. Mais effectivement, tout changement globalement dans les habitudes à la maison, ça doit pouvoir alerter. À l'école, on est beaucoup sur les résultats, sur le décrochage éventuel dans les résultats. On est sur l'observation des élèves dans les couloirs, dans la cour, dans leur relationnel avec les autres, dans leur comportement. Donc c'est autant de signes qui éventuellement, mis bout à bout, peuvent inquiéter et donc amener un adulte, un professeur à signaler et donc à ce qu'on essaye de fouiller un petit peu plus pour que cette situation soit prise en compte. Est-ce qu'il y a aussi parfois des stratégies pour masquer ? De toute façon, ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'en fait, alors pour moi, je suis plus avec les ados, mais la honte et la culpabilité, donc en fait, de pas dire. Et moi, j'ai vraiment envie de dire qu'il faut en parler, que c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ados qui osent pas, qui ont peur que ça empire, donc ne pas le dire. Mais en fait, justement, il faut en parler. Donc c'est ça en fait qui est au premier plan, le fait de pas dire, on se met en retrait et on va avoir à la maison des troubles du comportement qui sont possibles. Enfin, chez les ados, ça peut être justement comme ils prennent beaucoup sur eux la journée, d'exploser finalement le soir à la maison avec de la colère, des choses que les parents vont pas forcément comprendre parce que c'est pas forcément simple de faire le lien avec qui s'est peut-être passé quelque chose de difficile au collège. Donc ça peut être de la colère à la maison ou effectivement après des ados qui sont beaucoup en repli. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur ce que vous dites. Ça va être chute des résultats scolaires, l'angoisse, des retards, des ados qui vont prendre des chemins un peu plus longs pour louper le bus parce que peut-être qu'il y a les harceleurs dans le bus. Du coup, ils vont mettre en place des stratégies d'évitement. Donc on loupe le bus. Comme ça, ils arrivent, ils sont pas avec les harceleurs dans le bus, mais ils arrivent en retard. Des fois, il y a du manque de matériel. En fait, c'est pas qu'il manque le matériel, c'est que le matériel a été cassé, mais que donc l'ado n'ose pas le dire. C'est des petites choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un signe qui dit ça, c'est du harcèlement. C'est plein de petites choses mises bout à bout, mais voilà, parce que c'est pas ça plus ça égale harcèlement. Non, c'est plein de petites choses qui sont donc pas faciles à déceler. Et du coup, les parents après culpabilisent en se disant je l'ai pas vu, alors que c'est vraiment pas facile et que je dis souvent aux parents, vous pouvez pas culpabiliser de ça. C'est pas vous qui l'avez pas vu. Et je dis aux ados, essayez d'en parler. Oui, il y a une conviction forte chez les ados que s'ils parlent, ça va empirer. Oui. Il y a une peur d'escalade, la conviction d'un risque trop grand. C'est ce que Yann me racontait. Oui, ils peur que ça soit pire et que du coup, après, ils soient encore plus victimes et qu'ils soient encore plus stigmatisés. Du coup, ils préfèrent ne rien dire. Alors que justement, en parlant, et notamment dans le milieu scolaire, on peut arranger les choses et que vraiment, il faut en parler dans l'établissement.
C'est l'enjeu de l'image de soi. Et donc, effectivement, l'image renvoyée n'est pas celle qu'ils attendent. Donc, ils déploient des trésors d'ingéniosité pour que ça ne se voit pas. Et ne pas en parler, c'est ce qui fait toute la difficulté pour les adultes de repérer. Et c'est pour ça aussi que le ministère, qui en a fait une priorité, s'appuie sur les élèves qui, en général, sont témoins de toute la journée de leurs camarades. Et c'est sur eux qu'on compte en grande partie pour récupérer des informations et avoir du repérage et libérer éventuellement la parole. Mais c'est souvent difficile, quand on est entré dans le harcèlement, de prendre la parole et de dire ça ne va pas. Oui, pour casser la dynamique du groupe une fois qu'on est témoin. Alors pourquoi des élèves se retrouvent victimes de leurs propres camarades? J'ai posé cette question à Yann. Pourquoi c'est tombé sur lui? Voici sa réponse. J'avais pas beaucoup d'amis et j'étais pas dans la boucle. Les fringues à la mode, etc. Je comprends qu'on aime ça, mais moi, ça m'intéressait pas. J'avais pas des centres d'intérêt communs avec énormément de monde. Du coup, j'avais pas un grand centre d'amis, un grand groupe de relations. C'est surtout la différence, en fait, qui fait que, du coup, il y a un moment où ça part, et du coup, je pense que du côté des garçons, il y a aussi un côté très... qui est pas normal, mais voilà, un côté où il faut être dominant, parce qu'on est les garçons, etc. Et être... quelque part sensible ou quoi, c'est être faible, en fait, être chez les garçons. Et du coup, non, ouais, faut être dominant, sinon on se fait défoncer. Il y a beaucoup de ça, je trouve. Est-ce qu'il y a un profil type de harcelé? Alors, je dirais pas un profil type, voilà, mais on voit effectivement que tout ce qui est différence est difficile et peut entraîner du harcèlement. Et c'est vrai qu'il y a plus de harcèlement sur les différences psychiques, voilà, de personnes avec une difficulté d'ordre psychologique, et la différence physique aussi, le surpoids, voilà, c'est des choses effectivement qui vont entraîner du harcèlement. Mais ce qui décrit effectivement le côté on est un peu différent, on est un peu en marge, on n'aime pas les mêmes choses, du coup on n'aime pas les trucs de marque, et ben du coup, effectivement, on marque une différence. Et ça, à l'adolescence, ça peut entraîner du harcèlement parce que finalement, quand on est ado, c'est un peu le groupe de pairs, c'est tout, c'est hyper important et on a cette idée un peu d'unité, on est tous pareils. Et donc celui qui est un peu différent, il va déranger. Et donc comme il dérange, il essaye, enfin les autres le mettent à l'écart. Et particulièrement, j'ai envie de dire on parle de la victime qui se fait mettre à l'écart, mais en fait le harceleur est lui aussi très mal. Et en fait, c'est qu'il va repérer une différence chez sa victime, qui va lui-même, ça le met mal à l'aise. Du coup, il va tout faire pour éliminer hors de sa vue, au sens propre, la victime, en le mettant de côté. Il y a vraiment ce côté un peu, ils se ressemblent. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, chez la victime qui est insupportable au harceleur, parce que ça lui renvoie sa propre différence ou son propre mal-être. Et un enfant, par exemple, qui chez lui... il y a des difficultés familiales, ça le rend triste, ça peut le déprimer. Mais il va plutôt être, lui, en tant que victime, dans un évitement et un peu un isolement. Et le harceleur a peut-être, lui aussi, des choses difficiles au domicile. Mais lui, en fait, ça lui renvoie quelque chose d'agressif. Et donc, de voir l'autre qui est triste, c'est insupportable. Donc, il va l'attaquer. Mais ça lui renvoie sa propre souffrance, en fait. Madame Capigillardeau, qu'est-ce que vous observez chez les petits à ce niveau-là? Est-ce que le harcèlement scolaire est sexuel? Les filles harcèlent les filles, les garçons les garçons? C'est... Enfin, ça dépend des cas. Après c'est compliqué parce que là, on est sur des témoignages d'adolescents où effectivement, les termes qu'il a employés sur le fait d'être un garçon, qu'il faut faire voir qu'on est costaud, tout ça, voilà. C'est pas sur ces choses-là que ça se joue à l'école maternelle en particulier. C'est plus sur de la différence plus sociale. Je pense, enfin voilà, des enfants qui ont des difficultés à la maison et qui du coup ont envie, de le faire payer aux autres. Enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, mais c'est plus comme ça qu'on le ressent en tout cas. Vous avez eu des cas au cours de votre carrière ou des cas typiques dont vous avez entendu parler à travers vos collègues? Oui, c'est des choses qui arrivent. Après, à l'école avec les petits, on est plus sur du harcèlement physique que du harcèlement moral. Enfin, ils n'ont pas les codes pour éloigner l'autre avec les mots ou ces choses-là. C'est plus effectivement physique, de l'isolement dans les toilettes, enfin ce genre de choses, quoi. Alors quels sont les adultes ressources à l'école? D'une certaine manière, tous les adultes sont des adultes ressources, en puissance. Globalement, celui vers lequel on a envie d'aller, si on a confiance, on va vers cet adulte.
ça sera cet adulte qui, lui, ira vers les adultes ressources plus spécialisés, qui ont suivi des formations, qui sont référents, qui sont identifiés dans l'établissement. Mais globalement, n'importe quel adulte est potentiellement une ressource pour recueillir tout le mal-être qu'on peut avoir à exprimer. Je vous sens moins convaincu. Si, alors effectivement, on peut le recueillir, le mal-être. Après, en tout cas, les enseignants du premier degré, dans les écoles, sont très peu formés à la lutte contre le harcèlement. Et du coup, heureusement, il y a des personnes ressources, les médecins scolaires, les membres des réseaux d'aide, psychologues scolaires, etc., les infirmières. Mais moi, enseignante du premier degré dans le département, je n'ai jamais eu de formation sur pour comment déceler du harcèlement, comment lutter, comment accompagner les collègues, les élèves. Il y a des choses qui existent sur le site du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est aux enseignants de faire la démarche. Et pour moi, il y a un vrai... dans le second degré, pour les collègues de collège et de lycée, il y a des choses qui sont mises en place, y compris cette année. Enfin, je me suis renseignée. Oui. Dans le premier degré, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que ça peut se passer aussi à l'école. Parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, effectivement, au collège, lycée, avec les ambassadeurs. Maternelle, école primaire, ça existe. Et il y a moins de formation et moins d'outils, j'allais dire. Alors je pense que c'est une des attentions du ministère qui est conscient de ça, puisqu'on a eu on a eu une annonce début juin. Le 3 juin, le ministre avait annoncé 10 nouvelles mesures pour la lutte contre le harcèlement. Et ce qui est très très net, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec le second degré dans un premier temps et les enseignants. Parce que c'est là que les chiffres sont les plus prégnants aussi. C'est là-dessus. Alors plus le collège que le lycée, mais on a beaucoup travaillé sur ce niveau-là. On s'est aperçu qu'il fallait former non seulement les adultes, mais s'appuyer aussi sur les élèves. Donc on est allé vers les ambassadeurs lycéens et collégiens. Et là, dans les 10 nouvelles mesures, très clairement, le focus est mis sur le primaire. Et on a un certain nombre d'actions qui se mettent en place. Donc pour l'académie, par exemple, on est en train de mettre en place la formation de tous les directeurs d'école, par exemple, pour la Vienne, on va le faire au travers d'un module qui est mis en place par la plateforme Magistère. Et donc c'est quelque chose qui est en marche, qui fait partie du plan et des choses à venir. Mais c'est vrai qu'on a commencé par le second degré, qu'on va s'intéresser aux primaires. Par exemple, cette année, le concours non au harcèlement est ouvert dès le cours préparatoire. Il y a un certain nombre de ressources, de documents qui vont être mis à disposition des écoles. Donc vraiment, c'est pour faire écho à ce que vous disiez. Il y a ce constat, il y a une demande dans le premier degré. Et donc, la réponse est en train de se mettre en œuvre. C'est en expérimentation dans différentes académies. Et dès l'année prochaine, ça se généralise à toutes les académies, donc, dont l'Académie de Poitiers. Alors, parmi les conséquences du harcèlement, il y a la phobie scolaire. Alors, pourquoi ? Mais, du coup, même aussi pour rebondir, c'est vrai que c'est beaucoup au collège parce qu'en fait, c'est vraiment les années collège où on fait groupe et le harcèlement, ça vient quand même jouer sur la dynamique de groupe. Enfin, c'est là-dedans qu'il y a des choses aussi à faire et qui se font dans la prévention sur le vivre ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup au collège parce que c'est les années où on commence vraiment la bande de copains. Enfin, les années collège, c'est l'année où on est avec ses copains, qu'on commence à faire des trucs sans les parents, qu'on commence à sortir en ville et qu'on s'affilie à ses copains. C'est ça qui est très important. Et les élèves qui n'arrivent pas à faire ça se retrouvent effectivement beaucoup harcelés. Tandis qu'au lycée, il y a un peu plus de maturité et donc on arrive plus à parler, à comprendre et c'est pour ça aussi que ça diminue. Il y a plus d'acceptation des différences aussi au lycée. Aussi, voilà, donc parce que mais ça va avec l'évolution psychique aussi, on n'a pas le même cerveau quand on a 11 ans que quand on en a 17. Donc ça aussi, ça joue effectivement sur la maturité psychique. Alors vous parlez de la dynamique de groupe, est-ce que les rôles peuvent s'inverser parfois ? Un harceleur devenir harcelé ? C'est assez fréquent qu'il y ait des harceleurs harcelés, que ça aille dans les champs, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le harceleur va mal aussi. Du coup, à son tour, il peut être victime de quelqu'un d'autre qui repère sa différence et sa souffrance. Donc oui, c'est très fréquent. Alors là, dans le cadre du harcèlement scolaire, forcément, ça rejaillit aussi parfois sur les résultats et sur l'envie d'aller à l'école. Voilà. Et du coup, oui, parce que vous parliez donc effectivement de la phobie scolaire. Effectivement, c'est on trouve souvent dans les enfants qui ont du mal ou qui ne vont plus à l'école, au collège, le fait d'avoir été harcelé, c'est un des facteurs. Parce que finalement, il y a un tel mal-être et ça crée des angoisses d'être à nouveau victime. Du coup, un trouble anxieux qui finalement se transforme petit à petit avec un retrait scolaire et donc le fait de plus du tout y aller.
Parce que c'est là que se passe le trauma, en fait. C'est ça, c'est complètement... Tout est lié à... Oui, voilà. Après, ça. c'est pas que ça qui explique la phobie scolaire. On pourra en parler à d'autres occasions. Mais du coup, dans les enfants, en fait, qui sont phobiques scolaires, on peut trouver le harcèlement. Il y a plein d'expressions, en fait. Ça va être un syndrome anxieux. On peut trouver des enfants qui sont très anxieux, qui font des attaques de panique. Il y a les syndromes dépressifs, qu'on retrouve très fréquemment aussi. Voilà. Et aussi la phobie scolaire. C'est un des symptômes qu'on peut retrouver. Mais voilà. En tout cas, c'est beaucoup les syndromes anxio-dépressifs qu'on va retrouver. Et parfois, cette dépression de l'enfant peut aboutir au suicide. Dans notre région, en Charente-Maritime, une lycéenne de Saintes, Paulina, a mis fin à ses jours dans l'enceinte de son lycée. Ses parents étaient convaincus à ce moment-là que le harcèlement scolaire dont elle était victime est à l'origine de ce geste. Nous écoutons son papa. Ce jour-là, à 11h30, quand elle a quitté l'école, après avoir s'être battue avec un autre élève, sa maman m'a appelé pour me dire « Paulina a quitté l'école ». Elle ne répond pas, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et là, elle m'a dit, papa, on va encore me battre, pourquoi j'ai pas d'amis? Et là, moi, pensant bien faire, je lui dis, retourne à l'école. Pour moi, l'école, c'était la sécurité. Et en fait, je l'ai renvoyé dans la gueule du loup. Alors, je ne demande pas de commenter ce cas précis, mais pourquoi est-ce que le harcèlement atteint si profondément ? Je crois qu'effectivement, alors à un moment donné, le syndrome dépressif peut être tel que ça entraîne des idées suicidaires et qui sont effectivement dramatiques et douloureuses pour tous. Mais c'est le syndrome dépressif qui, à ce point, voilà, entraîne des idées suicidaires. C'est l'accumulation. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux parents ? De demander de l'aide. Je pense que c'est important. Déjà, si le parent reconnaît son enfant dans sa souffrance en lui disant je vois bien que ça va pas, on en parle et qu'il peut lui en faire parler, déjà, ça va beaucoup soulager l'enfant. Et j'ai envie de dire après d'alerter sur les établissements scolaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées en intra et plus on arrive à traiter en intra, il y a des choses qui sont possibles qui peuvent permettre d'aller mieux. Je crois que le conseil, il est très général, c'est de suivre ses enfants, leur scolarité, d'entretenir les meilleurs rapports possibles avec l'école, le collège ou le lycée, le dialogue, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement, dans la balance. Donc, suivre la scolarité amènera nécessairement, quand ça se passe bien, à détecter d'éventuels problèmes. Si on est un peu à distance de l'école, si on est dans un cas de harcèlement qui s'est installé et où l'enfant n'ose pas parler à ses parents, c'est vrai que la détection, elle viendra probablement du milieu scolaire, des camarades, et pas des parents. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué quand les parents sont concernés et qu'ils culpabilisent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais voilà, si l'enfant ne donne aucun élément, ne donne pas de prise, c'est difficile. Donc il faut entretenir le dialogue avec l'école. Et trouver la bonne façon de questionner l'enfant aussi. Oui. Réussir à trouver les bons mots, effectivement, oui, je pense que c'est primordial, quoi. Et se faire, je pense aussi, en tant que parent, accompagner dans les démarches, quoi. Oui, je pense qu'après, il ne faut pas hésiter aussi, une fois à consulter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent. On peut aller voir une psychologue en libéral. Il y a aussi les psychologues après de l'Éducation nationale. Mais voilà, après, sur Poitiers, je peux plus parler effectivement de ce qui se fait sur Poitiers, sur le centre hospitalier Henri Laborie. Du coup, c'est là que je travaille. Et donc, en fait, il y a effectivement des consultations qui sont possibles, pour un peu faire le point, aider dans un syndrome anxieux ou effectivement un syndrome dépressif. Et après, sur Mosaïque, on ne propose pas des choses spécifiques sur le harcèlement, mais ça va être une prise en charge en groupe qui peut aussi aider dans la relation aux autres à se sentir mieux, se revaloriser et investir son adolescence pour être mieux aussi. Donc voilà, les prises en charge, elles peuvent être utiles pour aller mieux. L'association Mosaïque, pour qu'on comprenne bien. C'est pas une association. L'association Mosaïque, c'est un... comme ça que façon, oui, moi, c'est un service. Là, mais... oui. C'est un service du centre hospitalier Henri Laborie, de la pédopsychiatrie en fait. C'est un service de la pédopsychiatrie. C'est un hôpital de jour pour ados, mais on n'a pas que des enfants harcelés. Mais voilà, c'est un lieu où on fait des prises en charge en groupe. Donc on travaille plus sur la relation, le fait d'être ensemble, avec une médiation pour reprendre un peu du plaisir dans son adolescence et réinvestir son adolescence. Mais tous les enfants harcelés vont pas forcément bien sur Mosaïque. Il y a le Sésame qui est le lieu de consultation ambulatoire. On peut avoir un suivi avec une psychologue, des entretiens infirmiers. Il y a d'autres groupes qui se font aussi là-bas. Il y a un panel de soins possibles en fonction des difficultés qui peuvent être très utiles et améliorés. Mais là, je parle des victimes et souvent on oublie les harceleurs parce qu'eux aussi, ils vont mal. Et du coup, c'est difficile de les avoir en soins parce qu'ils ne sont pas forcément reconnus, parfois exclus, parce que des fois, c'est la solution qui est trouvée par l'établissement. Et du coup, qui restent un peu en marge et qui restent avec leur mal-être. Et s'ils vont pas mieux, eux non plus, la boucle continue.
Qu'est-ce qui se passe quand on fait un signalement? On va parler du numéro qui permet de le faire, le 30-20, mais qu'est-ce qui se passe à partir de là? Alors il y a le 30-20 qui le permet de le faire, qui est un numéro vert national, avec une plateforme d'écoute et qui rebascule l'information vers le réseau des référents académiques et référents départementaux de l'académie concernée. Mais en dehors du 30-20, il y a les établissements, il y a l'appel direct au département ou à l'académie qui existe. A priori, le premier niveau, c'est l'établissement. Et donc, si on vient se plaindre d'une manière ou d'une autre de harcèlement, l'idée est de mettre en œuvre le protocole. Le ministère a, depuis quelques années déjà, maintenant établi des protocoles de prise en charge du harcèlement, un qui est spécifique du premier degré et un pour le second degré. Et l'idée est de suivre ces recommandations, donc pour écouter l'élève qui est harcelé, celui qu'on appelle le harceleur. Alors, en formation, on fait attention de dire peut-être l'auteur de faits de harcèlement, puisque harceleur, on a l'impression que c'est son identité et qu'il ne pourra jamais en changer. Or, on a vu que ça tourne et qu'un même élève peut expérimenter plusieurs positions dans la même journée parfois, d'harceleur, harcelé ou de témoin de faits de harcèlement. Donc on fait un petit peu attention à tout ça. Et quand on a un élève harcelé, le protocole, c'est de prendre en charge globalement et donc de voir aussi le harceleur. Parce que si on ne résout pas le problème du harceleur et qu'on n'écoute que la victime, on ne traite qu'une partie du problème. Et puis, il faut traiter le reste, le public, le reste de la classe, le plus souvent. Un groupe qui, d'une certaine manière, parce qu'il ne fait rien, ne porte pas assistance. Donc, on essaye de les sensibiliser. C'est de l'ordre de l'assistance à personne en danger. Donc, c'est la demande. La non-assistance, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Et le harcèlement, maintenant, est instauré comme un délit. Donc, on essaye de responsabiliser le groupe. Ça fait partie du protocole de la prise en charge. Alors, évidemment, on a quelques problèmes. Souvent, la famille de la victime réclame des sanctions sur le harceleur. Ce qui peut faire partie, effectivement, de la panoplie, mais c'est pas automatique. La sanction n'est pas la meilleure des solutions. En général, il faut une prise en charge. Le système. Oui, et que d'une manière ou d'une autre, ça risque d'envenimer les choses et de continuer de manière plus pernicieuse. Donc il faut réussir à résoudre le problème du harceleur, de la victime, et puis se faire des alliés de tous ceux qui sont les témoins et les responsabiliser. Et dans ces cas de figure, on arrive à éradiquer de manière très satisfaisante les faits de harcèlement. Alors le phénomène du harcèlement scolaire, il a été très étudié dans les années 70 dans les pays scandinaves. Chez nous, la prise en compte, elle est beaucoup plus tardive. Il faut attendre 2011 pour qu'émergent les premières campagnes officielles. Alors pourquoi une telle différence? C'est une question de culture, de regard sur l'enfant? Je pense qu'en fait, le harcèlement, il a toujours existé. Si on regarde dans les bouquins, dans les films, il y avait des choses en fait qui existaient. Je pense à La Guerre des boutons, qui est un bouquin que tout le monde lit, et pourtant, voilà, il y a du harcèlement. Il y a des choses comme ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il était peut-être pas autant parlé que maintenant, mais il a toujours existé. Et il a peut-être fallu effectivement que les pays scandinaves nous fassent un appel du pied pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Mais ça a toujours existé. Après, voilà, pourquoi le décalage? Peut-être dans la... Je sais pas. On peut émettre une ou deux hypothèses, c'est-à-dire qu'il y a eu des situations de crise dans les pays scandinaves. Ils ont eu des actes qui étaient des actes très, très violents, qui ont fait la prise en charge un petit peu plus précoce que dans les autres pays. Et on a suivi l'exemple et profiter des travaux des uns et des autres. Et désormais, donc, il y a une journée nationale qui est dédiée à ce sujet. C'est l'occasion de sensibiliser les élèves. Exemple, l'an dernier, en Limousin, avec ce reportage de Cécile Descubes et Valérie Agut. Aurélie est en seconde. Dans son lycée, elle fait partie de la douzaine d'élèves référents sur le harcèlement. On les appelle des sentinelles. Et c'est pour cela qu'elle participait au hackathon à l'atelier Canopée à Limoges. C'est un sujet qu'elle connaît bien. Le harcèlement, elle l'a vécu, de la maternelle au primaire, seule, dans le secret. Je voulais rester chez moi. Le matin, je pleurais, je voulais pas y aller. Vraiment, c'était un enfer. J'allais en enfer tous les jours. Ma maîtresse m'a dit je vois bien que ça va pas, j'ai essayé de lui expliquer et elle m'a dit non, c'est à toi de changer, c'est ta faute. Donc à ce moment, je me suis dit c'est pas possible, c'est impossible, c'est forcément de ma faute si un adulte dit que c'est de ma faute.
Donc je me disais, j'avais pas envie de mourir, mais je voulais plus exister. Ça servait à rien d'exister si c'était pour vivre ça. Le thème de cette journée nationale et de ce hackathon pour lycéens, c'était le sexting non consenti. Qu'est-ce que le sexting? Définition. C'est un texto sexuel qui peut être un échange de façon volontaire entre deux amis intimes. Donc c'est un texto consenti, mais qui parfois, malheureusement, dérape lorsque ce genre de textos sortent de la sphère privée. Ailleurs, comme ici à Bellac, des collégiens réfléchissent aussi au sujet. Maître de cérémonie, ce comédien qui joue une pièce du Belge Thomas Gunzik, de l'humour sur un sujet grave. Geoffrey, il me pique mon bonnet! Et après la pièce, jouée dans les établissements scolaires, souvent, les langues se délient. Et les enfants, tout de suite, ils disent bah oui, moi j'ai été harcelé, on m'embête à l'école, moi aussi on me traite de tapette, de PD, etc. Moi j'ai vu faire ça et puis j'ai rien dit. Il y a vraiment un dialogue qui se crée très très facile. Pour que les victimes de harcèlement scolaire ne restent pas seules avec leurs problèmes, il existe un numéro vert, le 30-20. Alors 30-20, numéro gratuit, c'est un numéro important. Est-ce qu'il y a un pic d'appel après la journée nationale ou après des journées de sensibilisation? Après la sensibilisation, oui, on a une recrudescence des appels. Après, j'ai pas la comptabilité du 30-20, mais on le sent en académie. On a des signalements un petit peu plus qu'à l'accoutumée, si on peut le dire comme ça. Alors vous avez aussi une ligne dédiée à cela dans l'académie. Qui est au bout du fil et combien d'appels est-ce que vous recevez à peu près? Alors les appels, le 30-20 par exemple pour l'année passée, ça représentait 61 appels pour l'académie. Et par le numéro académique ou les numéros départementaux, on est à 160 appels pour l'an dernier. Et donc, qui on a au bout du fil? Si on appelle l'académie, on a au rectorat, au bout de la ligne, les référents académiques harcèlement. Donc, je partage cette responsabilité avec Isabelle Tilati, qui est la conseillère technique service social du recteur. Et donc, à partir de là, on a une prise en charge qui va être repassée par les référents départementaux qui s'assurent de la prise en charge en établissement et de la résolution du problème, ou du moins d'essai de la résolution, parce que ça peut prendre, si le harcèlement est un harcèlement sévère, ça s'installe sur la durée et c'est pas magique, ça prend un peu de temps. Alors, l'objectif, c'est de régler le cas en local. Vous, pour l'expérience que vous avez eue de cas à suivre, comment est-ce que vous avez procédé? Quelles solutions concrètes est-ce qu'on peut trouver? C'est compliqué parce que du coup il faut c'est un suivi quotidien. Enfin voilà, c'est les réunions régulières avec l'ensemble des équipes, les parents des victimes et des harceleurs aussi qui souvent font accompagner leurs propres enfants. Enfin effectivement le suivi il est important aussi pour les harceleurs. Après on voit avec les petits on voit les progrès j'allais dire plus vite. Parce qu'ils ont tendance à prendre facilement de la distance. Donc ils reviennent à l'école, ça va bien. Et le moindre petit accident, la moindre petite chose, la moindre petite faille, et ils redescendent aussi facilement qu'ils sont remontés. Donc c'est vraiment sur la durée. On sent les choses s'améliorer. Et voilà, il faut être très vigilant au moment où ça redérape, quoi. D'accord. Donc ça passe par quoi du coup concrètement quand il faut séparer parfois les élèves, casser les groupes, exactement. S'ils existent. C'est ça. Il faut casser les groupes. Il faut mettre en place différents rythmes de récréation pour que les élèves ne se croisent pas. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui sont travaillées en équipe avec l'équipe, l'ensemble de l'équipe enseignante pour mettre en place des stratégies pour que les élèves se croisent au minimum. Et quand on sent que les élèves sont prêts à nouveau se retrouver face à face, on fait les choses petit à petit, toujours avec l'accord des parents évidemment, parce que ce sont leurs enfants et il faut y faire attention, quoi. Du coup, ça devient un sujet pour toute l'école finalement. Ah oui. Quand il y a en école primaire, je pense après les collèges et les lycées c'est plus grand, donc et puis tous les enseignants connaissent pas tous les élèves. Dans les petites structures, on se connaît tous et du coup effectivement quand il y a un cas dans une école, c'est toute l'école qui est impactée, le scolaire, le périscolaire, tout le monde, quoi, toute l'école, quoi.
Les parents sont rassurés du coup de voir qu'il y a des solutions J'espère. concrètes qui se mettent en place. Non, voilà. Après, effectivement, c'est aussi beaucoup de dialogue avec les parents, avec les inspecteurs de l'éducation nationale aussi, qui sont présents et qui accompagnent les équipes. Voilà, il faut être très présent avec les parents. Alors, il y a donc maintenant des campagnes annuelles sur le harcèlement mises en place par le gouvernement. Je vous propose de regarder la dernière en date. Quand j'étais à l'école, j'étais harcelée. J'avais peur. Je me sentais seule. J'aurais voulu qu'on prenne ma défense. Tout cela est derrière moi. Mais je pense surtout à ceux qui le vivent aujourd'hui. Victimes, témoins, équipes éducatives, parents. On peut tous agir contre le harcèlement. Pour savoir que faire et qui contacter, rendez-vous sur agircontreleharcèlemental'école.gouv.fr. Alors, à quoi ça sert un clip comme ça ? Je pense que dans le harcèlement, la prévention, c'est justement très important et que c'est vraiment en étant en amont et en permettant d'éviter qu'on peut justement avoir de moins en moins de harcèlement. Du coup, ces campagnes-là, elles sont utiles pour en parler, pour permettre aux enfants d'en parler. Mais je crois que ça ne fait pas tout. Enfin, c'est très bien que ça existe et que c'est important, mais il faut d'autres choses. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous parlez des groupes, il faut agir en amont et pouvoir aussi travailler au sein des établissements sur les dynamiques de groupe, sur des choses qui se font au sein même des établissements. Parce que là, la campagne nationale, c'est bien, ça permet d'avoir un regard. Je pense que ça permet vraiment d'en parler, qu'un enfant qui voit, ça peut lui permettre de le dire à ses parents et de dire, voilà, moi je vis ça, et puis voilà, plus avec des personnes connues, donc voilà. ça aide, ça a un plus d'impact. Je sais que j'avais vu un clip aussi, il y avait des choses un peu violentes, c'était il y a quelques années, où il y avait une gifle, voilà, des choses en tout cas qui peuvent marquer, qui peuvent interpeller les parents et qui peuvent permettre d'en parler. Donc ça a cet intérêt pour en parler. Mais après, c'est effectivement, moi je pense vraiment qu'il faut faire dans de la prévention en amont pour justement éviter qu'il y ait du harcèlement. Donc en travaillant sur les dynamiques de groupe et sur le vivre ensemble, l'empathie. Le but, c'est ça, c'est de provoquer des discussions en famille avec des clips comme ça. Provoquer des discussions, peut-être aussi sensibiliser, d'une certaine manière, montrer que ça existe et que derrière, on ouvre la voie à l'information, à la prévention, à la sensibilisation et donc à un travail quotidien. Parce qu'effectivement, à travers de cette journée nationale, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de projets. Ça peut impulser dans les écoles, dans les collèges et les lycées, des projets qui vont permettre toute l'année de lutter efficacement par la prévention, qui est quand même le meilleur moyen. On s'est dit que si on veut moins de harcèlement au lycée, il faut s'en occuper dès le collège. Si on en veut moins au collège, il faut s'en occuper dès le primaire. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit en permanence. Et donc, on y travaille en essayant de travailler avec tous les partenaires, ce qui est, je pense, très, très important, avec les parents, avec les élèves et avec les équipes éducatives. Alors, il y a les paroles de Chimène Badi, on vient de l'entendre, mais il y a aussi les victimes qui se font porte-parole. Illustration dans un collège de La Rochelle avec Léa Brocry et Marc Millet. La sensibilisation au harcèlement scolaire par des élèves de 3e. Dans ce collège, Lucie et Blandine interviennent auprès de 6e, plus qu'attentifs. Est-ce que quelqu'un peut me définir le harceleur ? Oui. Il y a 2 ans, Lucie se coupe les cheveux courts et subit toutes sortes de violences. C'était de la moquerie, c'était des coups, je me faisais bousculer dans les couloirs. Donc j'ai entendu énormément de choses à mon sujet. T'es un travelot, t'es pas une vraie fille, tu devrais même pas exister, faut que t'arrêtes de vivre. En parler, c'est la meilleure libération finalement. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler à des adultes, à mes proches et même à mes amis qui ont été là pour me soutenir tout du long. Un échange, des exemples concrets pour définir les violences, mais aussi les risques, déscolarisation, désocialisation et souffrance physique. Des maux de tête, des maux de ventre, il peut y avoir de la dépression. En France, un élève sur 10 est concerné. Un numéro vert a été mis en place, le 30-20. Dans l'académie de Poitiers, 167 appels ont été reçus l'an passé. Le harcèlement, il existe partout, dans tous les collèges, dans toutes les écoles, tous les lycées. À Fromentin, pas plus qu'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, Fromentin, on s'est donné les moyens de répondre à cette demande de jeunes qui était de parler de harcèlement. L'intervention pousse certains à se confier. Je crois que j'ai une copine et tous les jours, depuis le début de l'année, il y a un garçon qui lui tire les cheveux et qui la traite d'éléphant. Et on me l'a dit aujourd'hui, du coup je pense que je vais aller voir la CPE. Il faut que vous gardiez bien précieusement dans vos carnets si un jour vous en avez besoin. Les 2 jeunes filles, toujours à l'écoute, sont désormais connues comme des référentes harcèlement.
Alors quel intérêt de la prise de parole des jeunes eux-mêmes? Ça passe mieux qu'une leçon des grands? Je pense que effectivement, quand on est dans des ateliers comme ça, les collégiens, je pense que c'est comme ce que vous aviez, enfin le reportage de tout à l'heure avec le comédien. Je pense que ça libère la parole, c'est plus facile. On n'a pas le regard, en tout cas avec les collégiens, il n'y a pas le regard du prof qui fait la leçon. Qui fait la leçon, et je pense que c'est effectivement plus facile sur des expériences comme ça. C'est un bon outil de prendre quelqu'un qui est au même. La IRS, c'est vraiment un bon outil et c'est ce qui marche bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi, que les élèves témoins, ils ont un rôle à jouer et que, en fait, le harcèlement, il ne marche aussi que parce qu'il y a des témoins. Et donc, à partir du moment où les témoins, ils peuvent dire stop, où ils vont voir la victime, où ils disent au harceleur, ça suffit, ça aide. Alors, tout ne doit pas reposer sur eux, mais en tout cas, ça aide. C'est pour ça que les élèves médiateurs, il y a des choses qui peuvent effectivement vite marcher et aider. Mais oui, c'est sûr que le fait de faire intervenir... Après, il faut que ça soit régulier. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée nationale pour parler du harcèlement où on fait quelque chose avec les élèves, ça ne va pas suffire. C'est le fait d'être répétitif, d'en parler souvent, et comme là, ces demoiselles, elles ont l'air d'être bien repérées. Donc si ça se trouve, après, c'est aussi des personnes à qui on peut s'adresser. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent bien marcher. Mais c'est vraiment sur la prévention. Donc c'est la prévention. C'est un des axes développés par le gouvernement là, sur les prochains temps. Vous l'aviez glissé plusieurs fois dans l'émission Élèves ambassadeurs. On y vient enfin. Je l'ai dit trop tôt. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est de s'appuyer effectivement sur les élèves pour lutter contre le harcèlement, parce qu'ils ont un œil que n'ont pas les adultes. Et donc, au travers de ces journées de formation, leur donner quelques outils de base sur la définition du harcèlement, ses conséquences, comment le repérer. Et à partir de là, de leur mettre le pied à l'étrier dans une deuxième partie de la journée de formation sur un pré-projet. Et c'est l'idée d'impulser des projets dans l'établissement pour communiquer, sensibiliser sur le harcèlement. On ne leur demande pas, bien sûr, de prendre en charge les cas de harcèlement, j'insiste toujours là-dessus, mais de pouvoir impulser des projets tout au long de l'année. Beaucoup ont proposé comme projet des permanences, en fait, d'écoute. Les élèves savent très bien qu'il y a besoin d'espace pour parler et qu'ils peuvent, eux, écouter plus facilement que certains adultes qui peuvent avoir un emploi du temps un petit peu minuté dans un établissement scolaire. Et volontiers, ils s'engagent sur les lycéens, sur de l'information auprès des collégiens. Et le dialogue passe effectivement extrêmement bien, puisqu'il y a une proximité. Il le dit souvent, on fera un petit peu comme vous avez fait, mais en mieux. Dans la panoplie de la prévention sont également organisés des hackathons, des journées de travail collectif. Oui, depuis 2 ans, vous avez fait un petit sujet. Là, on avait fait ce hackathon en interacadémique avec Limoges, Bordeaux et Orléans-Tours. On l'a reconduit cette année. Et donc, le principe est là aussi d'ouvrir l'espace à la prévention et aux différents projets. Donc là, on a réuni des lycéens de tous les départements dans les 3 académies. Et ils ont travaillé sur la thématique de cette année, qui est justement la mobilisation du groupe, d'avoir le groupe comme élément positif. Et donc, ces hackathons sont des moments où on a de la communication, mais derrière, on met en place un projet. Et ce projet va pouvoir dérouler un système de prévention et d'information dans l'établissement tout au long de l'année et probablement dans les années qui suivent, puisque le système des ambassadeurs, l'idée est d'essayer de le pérenniser. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment quelques élèves qui sont là et qui sont des oreilles privilégiées pour... Alors, qui sont des yeux privilégiés dans un premier temps, mais aussi des oreilles privilégiées. Ça, c'est eux qui très souvent le proposent. Peut-être que ça appelle un petit commentaire dans le sujet parce qu'a été fait allusion à Sentinelle et Référent, qui est quelque chose qui est complémentaire, mais qui est un dispositif qu'on a dans plusieurs lycées de l'académie. C'est une association qui intervient. On a un financement de la région. Et c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on forme un groupe d'élèves volontaires, ressources, et un groupe d'adultes. Mais c'est une formation plus lourde que, par exemple, les ambassadeurs lycéens. C'est 2 fois 2 jours. Et l'idée est d'avoir, le mot sentinelle le montre, des élèves qui vont pouvoir un petit peu regarder tout ce qui se passe. Et le groupe ressources bien identifié, à qui on confie avoir entendu tel élève se plaindre de telle ou telle situation et qu'a priori, il faudrait faire quelque chose.
Il faut bien choisir ses mots, parce qu'après, ça devient des balances, il y a aussi ce phénomène négatif. Il ne faut pas que ça soit vécu... Oui, après, ça je devient pense une matière que à harcèlement. Vraiment, les enfants et les ados sont pleins de ressources et que vraiment, il faut s'appuyer sur la dynamique de groupe et le groupe, et qu'il y a des choses qui sont possibles. Et ils ont plein d'idées, les jeunes, pour changer les choses et pour essayer justement de soutenir. Des fois, c'est juste qu'ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, il y a plein d'élèves témoins qui ne s'en rendent pas compte. Et puis, il y en a qui ont peur aussi, effectivement, d'être la balance ou que ça leur tombe dessus. C'est-à-dire, c'est lui, il est harcelé, du coup, je ne voudrais pas que ça m'arrive, quoi. Ouais. Ce qu'on peut comprendre, c'est pas toujours évident. Mais voilà, mais c'est vrai que le groupe ensemble peut proposer des choses et il y a des élèves qui adorent faire de la médiation, faire des choses mais même dès le primaire, il y a des choses qui sont possibles avec les enfants qui ont les capacités effectivement de mettre en place des choses. Mais c'est sûr que si ça part du groupe d'enfants, ça passe toujours mieux et puis c'est quand même bien efficace. Ils sont pleins de ressources. Alors Yann, qui s'était confié dans ce témoignage qu'on a entendu plusieurs fois, là, me disait, lui, avoir du mal à croire à l'efficacité des ambassadeurs. Que s'ils ne sont pas assez populaires, ils ne vont pas être écoutés. Que s'ils sont trop populaires, ils sont du côté des harceleurs. Et du coup, ça pêche. C'est peut-être pas parfait. Hein, et moi, j'ai tendance à penser, quand même, avec les retours qu'on a du terrain, de ce que mettent en place les élèves ambassadeurs contre le harcèlement, que c'est positif. Très positif, même. Après, qu'on puisse tomber sur des élèves qui profitent d'une certaine manière de ce statut ou de cette formation pour la dévoyer et éventuellement supporter les harceleurs. Moi, on ne m'en a pas signalé. Potentiellement, ça peut exister. Je pense que les adultes, puisqu'on forme des référents ambassadeurs lycéens, mais on a un référent adulte aussi. Et donc, c'est le rôle aussi du responsable adulte de regarder un petit peu ce qui se passe et d'alerter si... on a effectivement une prise de pouvoir au travers de cette position sur le harcèlement, mais qu'il ne faut pas non plus surestimer ou surévaluer. Ambassadeur lycéen, c'est pas non plus une ambassade, une voiture et un chauffeur. Donc, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent être faites aussi sur la classe. Enfin, je pense qu'il y a les ambassadeurs, mais il y a aussi après des heures de vie de classe qui peuvent être utilisées, de communication. Il y a des établissements scolaires où ils font des jeux de rôle, où ils font des jeux aussi, voilà, on ne peut pas faire de pub, mais enfin, il y a des choses en tout cas qui sont possibles pour avoir la capacité de se mettre à la place des autres, comprendre les autres, et ça peut beaucoup aider aussi, de vraiment se dire, tiens, il ressent peut-être ça, c'est ça qui se passe, et ça, les heures de vie de classe peuvent être utilisées. Enfin, il y a des établissements qui le font, donc il y a des choses qui existent. Oui, les ambassadeurs, c'est juste un élément, de toute la panoplie qui existe et qui est beaucoup plus large que ça. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, parce que d'avoir associé les élèves à finalement l'action des équipes éducatives, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et les élèves sont très demandeurs. Alors, mieux vivre ensemble, c'est l'objectif idéal. Pour s'en approcher, voici une autre initiative en Limousin, dans le lycée professionnel de Bourganeuf, reportage Camille Chignac, Andrea Ballot. T'es moche, t'es bizarre, je préfère te voir morte. Les mots sont durs, ils représentent pourtant le quotidien d'un jeune sur 10. C'est pour lutter contre ce fléau qu'une enseignante et sa classe ont imaginé cette chorégraphie qui évoque les situations de harcèlement. Elle symbolise tout ce que les élèves pensaient du harcèlement, c'est-à-dire l'isolement, les menaces, l'agression, la violence, qu'elles ont symbolisé à travers une danse. Et donc on a décidé de créer ensemble une chorégraphie, une flash mob, pour, à travers la danse, mieux vivre ensemble. Enfin, si on se fait harceler, il faut en parler. Et il faut vraiment pas harceler parce que ça fait beaucoup de mal aux gens. Allez, en place! Après une répétition pour apprendre la danse aux 300 autres lycéens, le flash mob est lancé. Un moment de partage qui vient renforcer les actions de lutte contre le harcèlement menées ici. Dès l'an dernier, ce lycée a mis en place un dispositif dédié. 7 sentinelles, des élèves et 5 référents adultes ont été formés à détecter les situations inquiétantes. Suite à cette formation, ça nous a permis de savoir qu'est-ce qui étaient les premiers signes d'une personne qui est harcelée. Et donc après, soit la personne vient d'elle-même vers nous, ou nous, si on sent, on a le droit d'aller lui parler. On a pu mettre en place, au bénéfice d'une élève qui était victime de harcèlement au sein de sa classe, on a pu mettre en place différentes actions pour éradiquer le phénomène. Mettre des mots, mettre des gestes et provoquer des sourires. Autant de moyens pour faire tomber le tabou du harcèlement scolaire. Cécile Capi-Gilardo.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve que c'est le genre d'expérience qui est certainement très, très enrichissante pour les élèves. Après, moi, je trouve ça vachement bien. Et ce que j'aimerais bien, c'est que les enseignants des écoles, ils aient la même formation que les élèves sentinelles. Cette formation, on l'a pas sur le terrain concrètement. Le repérage, on fait avec ce qu'on pense savoir et ce qu'on pense connaître du harcèlement. Et je pense que ce serait bien que les profs des écoles, ils deviennent sentinelles aussi. Message reçu. Message reçu. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Elle existe et vous allez la voir d'une manière, je pense, massive et large. Mais ça existe déjà. Il y a un certain nombre de documents qui circulaient sur le harcèlement, y compris pour le premier degré, depuis l'approche par le climat scolaire, puisque globalement, c'est de ça qu'il s'agit, de la lutte contre toutes les formes de violence et toutes les formes de discrimination. Mais il est vrai que sur le sujet, je pense que c'est l'annonce des 10 nouvelles mesures qui vient couronner votre demande. Mais après, j'ai aussi envie de déculpabiliser. Je pense qu'il y a quand même plein d'enseignants qui aussi sont vigilants et font des choses de bon sens qui aident. Mais je vois dans les maternelles, le fait de vivre ensemble, d'apprendre de vivre ensemble, de se mettre à la place des uns des autres et de régler les petits conflits. Donc, ça va être que du bonus. La formation, vous allez être au top. Alors, vous disiez se mettre à la place de l'autre, c'est un peu le principe qui est défendu dans la méthode de la préoccupation partagée. C'est quelque chose qui est utilisé pour régler des cas concrets ? Oui. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de l'empathie, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des choses qu'on voit en fait dans le harcèlement, que l'empathie, c'est à la capacité à se mettre à la place de l'autre et un peu altéré. Du coup, c'est travailler là-dessus, en fait, aider le harceleur à se rendre compte qu'il fait de la peine et qu'il fait mal. Là, c'est des choses effectivement qui sont importantes, et je sais que, il y a des jeux de rôle, des choses comme ça. Enfin, c'est Serge Tisseron qui parle beaucoup des jeux des 3 figures, où c'est ça le principe, en fait, c'est-à-dire que on prend une petite scénette de la vie et chacun fait un tour de rôle, le rôle de celui qui est harcelé, de la victime, du témoin, et le fait de se mettre à la place de l'autre va permettre de prendre conscience de ce qu'on fait vivre ou de ce qu'on a vécu. Donc il y a l'empathie, mais il y a aussi la victime quand même. Elle aussi, dans ses émotions, elle a du mal aussi à comprendre ce qui lui arrive et à reconnaître. Donc là aussi, on peut travailler sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. On voit que c'est des personnes qui ont un peu une altération par rapport à ça. Donc c'est aussi pour les aider à se dire, là, ce que tu ressens, c'est ça. Donc c'est aussi important. C'est la perte de confiance en soi, c'est ça aussi la conséquence première. Oui, c'est sûr qu'il y a la conséquence, il y a la perte de confiance en soi, et on se dévalorise, et voilà. Mais même en amont, on peut avoir déjà du mal, parce que c'est pas inné non plus, à reconnaître un peu ce qui se passe à l'intérieur. Quand on est ado, mettre des mots sur ses émotions, c'est quand même pas très simple. Il se passe plein de choses à l'intérieur de sa tête et de son corps. Du coup, ça explose, et voilà, on sait pas toujours ce qui se passe, et c'est de la colère, c'est de la joie. Alors cette méthode de préoccupation partagée, ça passe par les entretiens individuels, de groupe, et est-ce que ça marche ? Alors, j'ai pas d'expérience à proprement parler dans ce sens-là, mais après, effectivement, dans les entretiens, le fait d'essayer de se mettre à la place des autres et de partager en groupe son expérience, oui, c'est utile. Après, dans un groupe à médiation, on va pas forcément faire de la mise à la place de l'autre, mais ça va être effectivement de parler de son vécu, de réinvestir son adolescence et de parler qui vont pouvoir aider. Mais après, les expériences comme ça là, que vous décrivez, moi, j'en ai pas faites, donc je peux pas répondre. Alors Yann, que nous avons entendu en début d'émission, nous a confié sa souffrance quand il était collégien. Aujourd'hui, son quotidien scolaire est différent. Je vous propose de l'écouter. Le lycée, c'est la libération, quoi. Même s'il y a des règles, même s'il y a encore des restrictions, parce qu'on est à l'école, c'est normal. C'est vraiment une vraie découverte de la vie sociale. Et pour la première fois, j'avais jamais eu ça. J'ai eu un groupe de potes, en fait. Et waouh, quoi. C'était vraiment... J'avais des gens à qui parler, j'avais des gens à voir. Et tellement que j'arrivais au lycée, j'avais envie de voir tout le monde d'un coup. Et ça m'était jamais arrivé. Ça fait du bien, ça rassure. Oui, la vie d'ado, c'est ça, c'est avoir un groupe de potes. Et du coup, c'est ça qui est douloureux au collège. C'est quand on est harcelé, qu'on est victime, qu'on est tout seul, c'est ça qui est difficile. Du coup, c'est plutôt chouette de voir qu'au lycée, il va mieux. Et que, parce que quand on a un groupe de potes et qu'on a une vie d'ado, déjà, il y a beaucoup moins de harcèlement. Le changement de lieu, ça peut être salutaire ? Très salutaire. Là, typiquement, le passage au lycée lui a permis de faire le point sur un certain nombre de choses et de passer un cap. Le changement de lieu collège-lycée, parce qu'effectivement, on est dans un autre environnement. Après, le changement de collège, à proprement parler, ça marche pas des masses. Je crois qu'on est surtout dans un moment de crise. Après, quand il y a eu un retrait scolaire, quand...
Oui, enfin, ça va apaiser sur le coup, mais en fait, ça va se reproduire aussi. Donc après, j'ai envie de dire, le changement d'établissement avec une prise en charge. Enfin, moi, j'ai des élèves effectivement harcelés pour qu'il y ait eu un changement d'établissement et qui quand même vont mieux psychiquement, voilà, ont plus confiance en soi. Donc ça a été aussi bénéfique avec la prise en charge. Le fait qu'ils soient pris en charge, ça a permis de soutenir et ça a aidé de changer de lieu. Souvent, c'est une demande des parents tout seul, ça va pas. De changer, de sortir l'enfant. Il y a à la fois la demande. Alors, c'est soit sortir le leur, soit que le harceleur soit sorti. Voilà. C'est après quand on est avec des tout petits ou des petits en école primaire, c'est plus compliqué. Enfin, c'est des choses qu'on fait plus difficilement plutôt que d'exclure du collège une semaine. Voilà. C'est pas des choses qui se font à l'école. Après, moi, je pense que de toute façon, la clé, elle est dans le soin. Pour les deux. Enfin, s'il y a une sortie de l'école, que ce soit l'école primaire ou l'école maternelle, il faut de toute façon que ce soit accompagné par l'extérieur et par des professionnels, quoi. Puis la prise en charge, elle permet aussi d'accompagner la famille. Et ça, c'est hyper important parce que les parents, ils sont très très mal aussi. Déjà, ils culpabilisent beaucoup de ne pas avoir forcément vu ou su quoi faire. Du coup, c'est aussi important de pouvoir recevoir la famille et d'en discuter. Alors là, Yann va mieux, mais est-ce qu'on peut parfois avoir des séquelles à vie de ces passages-là, de ces moments de vie ? Malheureusement, oui. Parce que des fois, il y a des syndromes de stress post-traumatique, avec des reviviscences. Il y a des choses quand même graves. Reviviscence, c'est qu'on revit la situation. On revit la situation. C'est-à-dire qu'il y a des traumatismes comme ça où on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire on revit soit par des flashbacks, des cauchemars, des choses qui restent ancrées. Donc oui, ou des syndromes dépressifs après qui restent installés, duquel on a du mal à s'en sortir, avec une dévalorisation, une confiance en soi abîmée qui font que c'est difficile. J'ai envie de dire, surtout pour ceux qui n'ont pas eu de prise en charge. Après, si on arrive à faire une prise en charge spécialisée, on a quand même espoir que ça puisse aller mieux et de sortir de l'épisode dépressif et que ça aille mieux. Mais c'est vrai que je pense que sans soin, oui, malheureusement, c'est sûr, il y a des séquelles. Et comme les harceleurs sont peu pris en charge, il y a quand même des séquelles pour les harceleurs. Aussi. Oui, parce qu'ils ont quand même été victimes et du coup, ils sont dans un fonctionnement qui peut être compliqué dans la suite de leur vie. Il y a des dérives vers la délinquance parfois suite à des épisodes comme ça. Alors il y a je l'ai retrouvé dans des études. Après j'ai pas de chiffres, mais je l'ai retrouvé. Il y a des études canadiennes, qui montrent qu'effectivement dans des troubles, des conduites antisociales, des choses comme ça. Donc oui. Après, en tout cas, on va refaire un dernier tour de table. C'est quoi le message efficace selon vous pour combattre le problème ? Il faut un suivi pour les harceler. Alors, il faut parler. J'ai envie de vraiment vous dire, il faut en parler. Il faut en parler dans l'établissement, qu'il y ait des choses mises en amont dans l'établissement. Et après, si besoin, qu'il y ait des choses dans une prise en charge spécialisée des victimes et des harceleurs. Pas ensemble, mais que chacun ait son espace et qu'on puisse un peu aider tout le monde. Il faut prendre en charge le harcelé, mais aussi le harceleur, qui a à peu près le même tableau clinique à long terme. Donc c'est un enjeu important de société. Et puis, il y a tous les autres, le public, les témoins, sur lesquels on s'appuie et sur lesquels il faut compter. Et ce sont ces élèves-là qu'il faut responsabiliser pour éviter cette dynamique de groupe. Si chacun est responsable, la dynamique collective, évidemment, sera enrayée. Donc c'est un enjeu important, c'est celui de cette année, mais en parler a été le mot pour d'autres. Une année, c'était il y a 2 ans. Je pense en parler, c'est quelque chose d'indispensable. Donc prendre en charge et accompagner un changement juste éloigné, ça ne suffit pas. C'est vécu parfois comme une punition d'ailleurs. Ça peut être vécu comme une punition. On peut penser que c'est l'élève harcelé qui est puni et que donc il y a une espèce de double sanction. Il faut se sortir ce schéma-là de la tête et il faut prendre les choses par le bon bout, donc en parler, s'appuyer sur l'expertise des équipes pédagogiques. Si on est dans des cas qui sont des cas avérés, où on est déjà dans des conséquences importantes, on s'appuie sur les médecins, sur les psychologues. Mais il faut vraiment résoudre le problème, puisque simplement s'en éloigner, c'est juste reporter le problème et probablement que ça recommencera. Donc il faut vraiment traiter les choses et traiter les deux, le harceleur et le harcelé. Cécile Capi-Gilardeau, la clé, c'est de mieux vivre ensemble dès le début. Voilà, c'est ça. On y travaille dès tout petit. Après, je pense que tout a été dit. C'est l'accompagnement, c'est la prévention, c'est l'attention qu'on peut porter
à tous les petits signes qui peuvent nous alerter et réagir rapidement avant que ça s'installe, quoi. Parce que ça peut vite devenir un système, quoi. Oui, je pense que si on laisse les choses s'installer, après, plus c'est installé, plus c'est compliqué d'en sortir, pour tout le monde. Bon, très bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Tout cela est bien sûr disponible sur notre site internet en replay. On ajoutera des liens vers les plateformes de l'éducation nationale et puis toutes ces ressources utiles pour mieux comprendre. Prochain Disputando mercredi soir prochain, 21h10. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous surtout.